contexte d'urgence sanitaire sans précédent que nous vivons, l'appel à rester à la maison peut ne pas être rassurant pour tous. Confinés, les victimes de relations toxiques, de violences domestiques et de violences conjugales sont à la merci de leurs bourreaux. Désormais, confrontés 24 heures sur 24 à leur agresseur, ce huis clos macabre risque de faire imploser des situations déjà tendues. Tous les intervenants sont en alerte. Il ne suffit pas de lancer des signaux d'alerte pour que tout cela cesse. J'ai pour habitude de dire que pour agir, il faut comprendre en s'informant, s'organiser par étapes, prendre une décision et donner une réponse adéquate. Revenons donc à la base pour mieux comprendre les enjeux actuels. Au tout début de Stérofertile naît une relation toxique. Une relation toxique est une relation d'emprise, de dominant à dominé, dans laquelle l'un va demander à l'autre d'abdiquer sur certains aspects de sa personnalité dans le seul but de lui nuire, de le dévaloriser, voire même de le détruire. Cette relation s'organise autour d'une triangulaire dramatique, victime, bourreau, sauveur, et du cycle de l'emprise dans laquelle va tomber la victime qui, sans s'en rendre compte, va devenir l'objet de l'autre, au service de l'autre, pour l'autre. Il s'agit d'une relation dite de sujet à objet, où aucun espace de négociation ou de compromis n'ont de place. La victime devient alors une proie et une marionnette au service de l'autre et n'est plus que l'ombre d'elle-même en perdant peu à peu toute capacité de discernement. Le bourreau tisse sa toile en 5 étapes. La première, celle de repérer sa proie. La seconde, celle de séduire sa proie en lui faisant vivre une véritable lune de miel. La troisième, ferrer sa proie en utilisant tout ce qu'il sait d'elle pour la dévaloriser, l'humilier et l'étourdir à coups de violences psychologiques répétées, insidieuses. La victime ne va pas forcément comprendre ce qui lui arrive, elle est comme étourdie, sonnée. La quatrième étape est celle de la destruction, souvent par des passages à l'acte ou même des incitations pour qu'elle se fasse du mal. La cinquième, celle de la justification pour faire basculer la victime une nouvelle fois, souvent en la culpabilisant. La victime a souvent besoin d'un déclic pour commencer à ouvrir les yeux et entendre peu à peu les signaux pour les interpréter comme une agression. Elle commence à organiser ses pensées et à se rééduquer, et la meilleure chose que l'on puisse lui souhaiter, c'est de fuir et de couper tout contact avec son agresseur pour qu'elle cesse de continuer à le nourrir. La fuite n'est malheureusement pas toujours possible, car la victime est souvent dépendante économiquement, émotionnellement, et peut également avoir des enfants avec son agresseur, ce qui va grandement compliquer la chose. Il va donc s'agir de mettre en place un plan de sortie afin que la victime puisse intégrer ce qu'il se passe et ne pas retomber dans les pièges de manipulation une fois dehors, notamment en résistant aux appels de son agresseur qui, dans la 5e phase décrite juste avant, n'aura de cesse de vouloir revenir dans le jeu en la culpabilisant, voire même en se faisant passer pour victime afin d'attendrir sa proie et la faire revenir dans ses griffes. En perte d'estime d'elle-même et de confiance, les victimes manquent de force. Elles se sentent coupables et honteuses. Vous avez donc compris qu'il ne suffit pas de vouloir faire du bien pour accompagner une victime de relations toxiques, de violences domestiques ou conjugales. La patience, le silence, l'écoute, le non-jugement sont des qualités essentielles pour permettre à la victime de libérer sa parole afin qu'elle puisse être à même de reprendre des forces, de rassembler ses idées et de pouvoir faire face à son agresseur, son entourage, ses enfants si elle en a et bien sûr les institutions. Par la réponse et non la réaction. Aujourd'hui, l'heure est grave. Alors que la victime disposait de temps de répit durant la journée où l'agresseur se rendait au travail, la victime se trouve désormais prise au piège d'un quotidien anxiogène, la maintenant dans un climat de violence 24 heures sur 24.
Au même titre qu'un grand nombre d'associations, d'avocats, d'intervenants, je suis extrêmement inquiète et redoute une poussée de violences domestiques et conjugales dans les prochaines semaines. Ajoutez à cela une possible surconsommation d'alcool liée au stress et au confinement, et vous avez un cocktail explosif pour des situations de grand danger. Les enfants sont également en première ligne de mes inquiétudes, car n'étant plus à l'école, ils peuvent se trouver désormais spectateurs et auditeurs de la violence domestique de leurs parents 24 heures sur 24, les mettant en grand danger physique et psychologique. Cela fait quelques jours que je réfléchis à comment agir. Je prends connaissance des premiers constats inquiétants des effets du confinement en Chine et en Italie, et bien sûr la France qui a déjà mesuré sur les derniers jours une recrudescence de violences domestiques, où les forces de l'ordre ont été amenées à intervenir. L'Espagne, quant à elle, a sorti un plan d'urgence avec une campagne de prévention et un service de messagerie avec géolocalisation. La Suisse craint également ce phénomène, mais sommes-nous réellement préparés à tout cela ? Alors que j'ai pour habitude de prôner le temps et la patience pour accompagner les personnes victimes de relations toxiques, je me rends compte aujourd'hui que le temps est contre nous. Même si cette situation pourrait aussi être un déclic inespéré pour certaines personnes sous emprise afin qu'elles se libèrent, force est de constater que cette réorganisation sociétale a été faite à la hâte et qu'on a tous pris la mesure très tard de toutes les répercussions qu'elle engendre. Imaginez donc le choc de l'annonce pour une victime de relations toxiques dont les seules bouffées d'air pouvaient être le café volé avec un parent ou une amie, leur travail, le fait d'aller acheter le journal ou même de venir à l'une de mes consultations sans rien en dire à son entourage. Au choc s'ajoute le déni, le rejet, l'angoisse, la peur, la confusion, la culpabilité, l'effroi, la honte, le stress, offrant ainsi une occasion supplémentaire inespérée à l'agresseur pour régner en roi et maître sur son royaume. Désormais, l'isolement est imposé, plongeant ainsi la victime dans la solitude et la désolation, sans même qu'il n'ait quelque effort à fournir. Grâce à cette tribune, j'en appelle à votre créativité pour s'organiser autour de cette thématique, de cette cause. Je parlais hier avec une journaliste qui me disait avoir pensé à une hotline. Certes, cette idée pourrait être idéale en temps normal, mais nous ne sommes pas en temps normal. Rappelons-nous que la personne est désormais sous surveillance, 24 heures sur 24, et même si l'on imagine peut-être que lors des périodes de repos du prédateur, elle puisse nous contacter, il faut encore en mesurer les risques et les conséquences pour elle. Reste donc le fait d'alerter. Alerter les médias, alerter les gens, car même si confinés, l'engagement de chacun dans l'annonce de situations peu banales que l'on pourrait entendre ou dont on se serait témoin en tant que voisin relève d'une responsabilité civile et sociétale de tout à chacun pour sauver des vies. Soyons aussi vigilants que les consignes sanitaires que nous suivons pour vaincre le virus par l'attention que nous portons à ceux qui seraient amenés à vivre des situations dont ils ne pourraient s'échapper seuls. Alors que les tribunaux et les institutions fonctionnent au ralenti, Féminin Pluriel m'offre aujourd'hui cette tribune pour vous sensibiliser sur cette problématique. Cette problématique qui est essentiellement féminine, puisque ce sont toujours les femmes qui souffrent le plus de discrimination, tant au niveau individuel que professionnel, et qui restent majoritairement victimes de violences psychologiques, économiques, institutionnelles et physiques. J'entends utiliser cette tribune avec votre concours, certaine que c'est à plusieurs, riche de réflexion, de collaboration et de coopération, que nous pouvons prendre les bonnes décisions et faire avancer les choses.
tout en gardant à l'esprit qu'aider n'est pas sauver, ce qui serait garder l'autre dans une dépendance, mais qu'aider est bien accompagner en proposant des solutions réelles et viables. Cela peut être en tendant un micro, en alertant les autorités, en créant une opportunité pour semer des graines et faire en sorte que celles-ci germent dans la tête de toutes et tous pour que peut-être elles arrivent à atteindre directement la personne victime et lui permettre de passer à l'action pour sauver sa peau. C'est impatiente que j'attends vos idées, vos engagements, car cette mission nous concerne toutes, femmes de tête, d'action et de cœur. C'est grâce à cette réflexion commune que j'espère vive et prospère. Je serai alors en mesure de vous proposer un projet de réponse adéquat, rapide, pour permettre de mettre en place une cellule active pour que cette souffrance ne reste plus dans l'ombre. Ma mission restant toujours celle de la relation d'aide aux victimes.